Cher journal, aujourd'hui marque le dernier jour de cette période de confinement. J'ai l'impression d'être totalement métamorphosée. Bon, non, enfin, disons que j'exagère peut-être un petit peu. Mais du haut de mes 14 ans, j'ai le sentiment d'en sortir grandi. Alors au début, je me suis dit, trop cool des vacances. Puis je me suis rendu compte de la tonne de devoirs qu'on nous avait donnés et qu'on allait sûrement devoir se débrouiller seul pour le brevet. Alors rapidement, mes parents m'ont poussé à instaurer un planning pour que je puisse organiser mes journées. Mais le problème, c'est que je savais pas comment organiser mes journées. Donc forcément, première dispute. Finalement, au fil des jours et des devoirs qui nous ont été donnés, j'ai pu définir un planning plutôt pas mal. Le but, en fait, c'était que je puisse suivre un emploi du temps pour rythmer mes journées. Parce que je me connais, j'allais perdre la notion du temps à passer mes journées devant les écrans si je mettais rien en place. Et si vous commandez immédiatement, vous aurez l'appareil photo. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'arrivais de plus en plus à être autonome. C'est-à-dire que j'arrivais à respecter les propres règles que je m'imposais. Parce que trop de liberté, ça créait du vide. Et le vide, ça créait l'ennui. D'ailleurs, parlons-en de cet ennui, justement. De manière générale, j'ai tendance à beaucoup réfléchir sur la vie, sur moi-même. Et l'ennui contribue à ce que ces pensées soient d'autant plus présentes. Parfois, j'avais l'impression que ce confinement, c'était comme un mur infranchissable, comme si ça n'en finirait jamais. Et ajouter à ça la radio qui annonce l'augmentation du nombre de cas de Covid, BFM qui dramatise tout, et Macron qui dit que c'est la guerre. Quelle angoisse. Alors je tournais en rond, à réfléchir, à ressasser, à me faire des films. Mais bon, en fait, me faire des films, ça me permet de me soulager en quelque sorte. Parce que ça m'apporte de potentielles réponses dans ce flou total. Mais ces réponses sont souvent angoissantes. Forcément, je pense au virus qui crée une sorte d'incertitude quant à l'avenir. On connaît même pas vraiment les symptômes. Si ça se trouve, en fait j'ai le corona. Je crois que j'ai été touché. Ou juste le rhume. Ah non, c'est rien. Par contre, si je suis porteuse saine, c'est-à-dire que je porte le virus sans en contracter les symptômes, je peux risquer de contaminer d'autres personnes. C'est pour ça que rester chez moi, c'était un acte responsable. Parce que je prenais en quelque sorte soin des autres, à mon échelle, mais en empêchant de contribuer à la diffusion du virus. Donc le confinement, c'était une solution à un problème. Et en plus, c'était rassurant de rester chez moi. Au moins, je risquais pas d'être contaminée. Donc je me sentais protégée. Un soir, ça devait bien faire 3 semaines que le confinement avait commencé, j'ai surpris une conversation entre mes parents. Mon père s'inquiétait que son entreprise fasse faillite, ou quelque chose du genre. Alors, bien sûr, moi je suis partie dans mes films. Ça voulait dire qu'on n'avait plus de quoi se payer à manger, qu'on allait devoir déménager, c'est horrible. Quoi ? Et j'osais pas leur en parler ou leur poser des questions parce que je sentais que ça les stressait et je voulais pas les stresser davantage. Mais du coup, ça m'angoissait de pas avoir de réponse à mes questions, parce que forcément, j'imagine le pire. J'aurais bien voulu en parler à mon petit frère. Ou à ma grande sœur. Mais ils sont à milieu de se poser ce genre de questions, ces deux-là. Alors ce soir-là, je suis retournée dans ma chambre et je me suis mise à écrire. Écrire tout ce qui me passait par la tête. Ça m'a permis de déverser toutes ces émotions négatives qui m'avaient, en quelque sorte, contaminée, pour éviter qu'elles restent enfouies dans ma tête. Ça me permettait vraiment de mieux les comprendre, de trouver les bons mots pour les exprimer. J'ai un peu pleuré quand même ce soir-là. Mon père est entré dans ma chambre pour me dire bonne nuit, et il était un peu gêné de me voir pleurer, et je voyais qu'il savait pas trop quoi faire. Mais il s'est approché, il m'a prise dans ses bras, et on a longtemps discuté. Il m'a dit que des solutions allaient être trouvées pour son entreprise, grâce à l'État, que maman travaillait toujours et qu'on n'allait pas avoir de problème d'argent. Et donc voilà, je m'étais encore fait des films pour rien, et je devrais le savoir à force. Plus je pense à quelque chose, seule de mon côté et en parlant à personne, plus je me fais des films qui parlent plus loin et qui sont parfois totalement exagérés et infondés. J'ai l'impression de me rendre folle toute seule à force de trop réfléchir. Concernant le confinement en soi, alors c'est sûr, c'est un isolement, c'est brutal, c'est imposé, et on peut le percevoir comme quelque chose de négatif. Et moi, j'avais pas choisi de rester bloquée chez moi. Sauf que ma grande sœur a fait une remarque très pertinente. Elle a dit que certes on n'avait pas choisi ce confinement, mais on pouvait choisir comment on pouvait le vivre.
Je suis sûre qu'elle avait lu cette phrase sur internet, genre un compte Instagram philosophique à 2 balles. Parce qu'en fait, au début, j'ai pas vraiment compris cette phrase. Puis j'y ai réfléchi, C'est pas simple, mais j'ai compris. et finalement, je me suis dit qu'elle avait peut-être pas tort. Le confinement, c'était parti pour durer, et si je faisais que de me plaindre, j'allais mal le vivre. Alors j'ai fait une liste de toutes les petites choses trop cool que j'allais pouvoir faire pendant ce confinement. Dessiner, faire du sport, écrire, peindre, cuisiner, chanter, danser, jouer. Et travailler, t'y as pensé? Ah oui, travailler, c'est vrai. Bon, on attaque le sujet qui était au centre de toutes les querelles familiales, à savoir... Quel enfer! Au début, mes parents étaient tout le temps sur mon dos pour gérer le travail scolaire que nous avaient transmis les profs. C'était l'horreur. Bon, c'est vrai qu'initialement, j'ai mal pris le fait qu'ils soient toujours sur mon dos parce que j'avais vraiment l'impression qu'ils ne me faisaient pas confiance. Et ensuite, j'ai compris qu'ils étaient juste totalement à la ramasse et hyper stressés que je le sois aussi. Mais j'étais quand même bien contente qu'ils m'épaulent de temps en temps parce que parfois je m'en mêlais totalement les pinceaux. Entre toutes ces plateformes de distance pédagogique, l'école ne pouvait pas mettre en place juste une seule plateforme, ça aurait été tellement plus simple. Un jour, on a dû passer au moins 2 heures sur les maths. Tout ça parce que j'ai dû tout expliquer à mon père parce qu'il ne comprenait strictement rien. Le prof dit qu'on doit utiliser cette méthode. Je connais pas cette méthode et pourquoi il change les maths? Les maths, c'est les maths! Bon, j'étais pas peu fière, hein. Pour une fois c'était moi qui lui avais expliqué quelque chose et pas l'inverse. Mais je me demande s'il a pas fait exprès de jouer l'idiot pour me donner confiance. Comme je l'ai dit avant, rapidement on a mis en place avec mes parents un emploi du temps basé sur le rythme scolaire. Ils m'ont dit que c'était important de respecter un rythme pour structurer la journée et avoir des repères et des rituels à respecter. C'est vrai que c'est rassurant, comme ça je pouvais m'organiser de manière beaucoup plus efficace et c'est moins stressant parce que je savais ce que j'avais à faire. En plus, mes parents m'ont dit que ça m'aiderait à être autonome. Et je recherchais un peu ça, que mes parents me fassent confiance. Mais surtout qu'ils me laissent tranquille. Vous avez confiance en moi? J'ai confiance en vous. On a donc mis en place des temps sur lesquels je pouvais faire mes devoirs, des temps de pause, des temps durant lesquels ils contrôleraient les devoirs avec moi ou me feraient réviser, des temps de jeux vidéo, de bricolage, d'activités manuelles, etc., etc. Cet emploi du temps constituait vraiment un socle pour moi parce qu'il me permettait de gagner peu à peu en autonomie. Et c'est en ça que je dis que j'ai l'impression d'avoir grandi. J'avais vraiment le sentiment de me sentir pousser des ailes. Vers l'infini et au-delà! Parce qu'il faut le dire, on en a des choses auxquelles penser, c'est en devenir complètement timbré. Quel stress! J'avais peur d'oublier plein de choses, étant donné que c'était à moi de faire la démarche de chercher les devoirs sur les plateformes en ligne, de n'oublier aucune matière, de savoir quel travail je devais rendre quand. Donc je me suis créé un agenda papier, histoire d'être plus zen. Je prenais chaque matin le temps de le mettre à jour pour être sûre de ne rien oublier. Et cette idée, elle venait de moi et de personne d'autre. J'étais vraiment de plus en plus organisée, c'est ouf! J'accorde à la maison Gryffondor 60 points. Ah oui, et ce qui m'a marqué aussi, c'était la disponibilité de nos profs. Je me suis vraiment sentie soutenue et considérée par mes profs durant cette période. Je me suis sentie beaucoup plus proche d'eux, comme si une complicité se créait parce qu'on était tous ensemble dans cette galère. En plus, ils semblaient fiers de nous voir travailler seuls de notre côté et à être motivés. Et perso, ça me motive vraiment de les rendre fiers. Oh, bravo! Regardez tous, Miss Granger a réussi. Par contre, je vais pas le cacher, hein. Parfois c'était difficile de trouver la motivation de m'y mettre et de ne pas être tenté par le téléphone ou autre divertissement quand c'était pas le moment. Et c'est arrivé que mes parents me confisquent le téléphone. Le pire quand j'ai pas accès à mon téléphone, c'est que je sais que mes potes continuent de parler entre eux sur les conversations de groupe, alors j'ai l'impression de louper plein de trucs. Surtout quand je récupère mon portable et que je découvre 150 notifications. 150! Ça fait beaucoup là, non? Mais bien souvent, je me rends compte qu'ils parlent pour ne rien dire, et ça vaut même pas la peine que je réponde. Donc finalement, je loupe pas grand chose. Avec 2 amis, on s'est constitué un petit groupe de travail pour avancer ensemble dans nos exercices, et pour être sûr de ne louper aucune info. Chaque jour, on faisait un Skype pour travailler ensemble. Ça permettait de travailler, mais ça permettait aussi de garder le lien. Parce que j'avoue qu'on discutait aussi d'autres choses, hein, on reste des ados, pas des robots. De manière générale, cet emploi du temps me permettait de rentabiliser chaque instant. Si on compare aux périodes de vacances scolaires, j'ai vraiment l'impression de ne rien faire de mes journées, un peu comme si j'avais intégré l'idée qu'en vacances, on se repose et basta. Alors que là, j'ai envie de mettre à profit chaque instant, de découvrir de nouvelles choses, de laisser place à ma créativité, comme si je voulais ressortir de ce confinement en étant contente de ce qu'il aura pu m'apporter. Ça rejoint ce que ma grande sœur disait avec sa phrase philosophique, elle est déjà dans cette dynamique-là, mais peut-être parce qu'elle est plus grande, qu'elle travaille déjà et qu'elle chérit peut-être davantage ce temps, comme si c'était une sorte de bulle temporelle dans laquelle se glisser. Alors j'ai essayé d'embarquer mon petit frère là-dedans,
parce qu'il passe sa vie devant les jeux vidéo et l'emploi du temps est difficile à tenir avec lui. Au départ, il n'était mais alors pas du tout motivé, jusqu'à ce que mes parents reçoivent un mail de ses profs les prévenant qu'ils n'avaient rendu aucun devoir. Aucun. Donc, grosse restriction sur l'utilisation des écrans. Ensuite, mon père devait constamment être derrière lui sans rien lâcher et c'était pas facile. Mais au bout de 2 semaines, on a commencé à se réunir avec mon frère pour travailler ensemble et j'avais l'impression que ça le motivait qu'on soit tous les deux. En fait, notre planning de la journée se basait sur le rythme scolaire imposé par le rendu des devoirs et les cours dispensés en ligne. Et ce qui est bien avec ce planning, c'est que ça nous déculpabilisait totalement d'utiliser les écrans pendant nos temps de pause ou une fois que le travail était fini, parce qu'on avait bien travaillé avant. Tous les jours, j'essayais de me lever à 8h et je suis vraiment fière parce que j'arrivais à m'y tenir. En plus, en temps normal, je ne petit déjeune jamais avant d'aller à l'école parce que je suis méga stressée. Mais là, j'avais le temps et l'envie de me préparer un super petit déj, alors ça me motivait encore plus à me lever. Par contre, je culpabilisais vachement quand je mangeais un petit pain au chocolat ou quelque chose de gras dans le genre. Parce que déjà en temps normal, je fais ultra gaffe à ce que je mange, de peur de grossir, mais alors en période de confinement, cette peur, elle s'est clairement amplifiée. Sans rire, j'avais peur de prendre 10 kilos d'un coup. Tout le monde ne cesse de me répéter que c'est faux, que je suis pas grosse du tout, mais c'est comme bloqué dans ma tête, je peux pas m'empêcher de voir chaque repas comme un amas de graisse dans mon assiette. Et j'ai l'impression que tout va se retrouver sur mes cuisses, mon ventre, mon quintuple menton. Et le fait d'être en confinement facilitait mon accès à la nourriture, donc c'était une lutte constante pour ne pas céder au grignotage, surtout quand je m'ennuie, alors je pense qu'à manger. Et comme je bougeais moins, forcément, je culpabilisais encore plus de manger, alors je voulais tout le temps faire du sport, comme pour m'autoriser à manger en quelque sorte. En fait, le sport c'était même plus un plaisir, mais une contrainte ou un passe-droit. Petit à petit, j'essayais de manger de moins en moins, par conséquent j'avais faim entre les repas, donc envie de grignoter, donc tentation encore plus grande, etc. etc., etc. Ma maman m'a expliqué que quand on s'ennuie ou quand on est en manque de quelque chose ou qu'on souffre, on va chercher à compenser ça, à se satisfaire. Donc ce qu'on appelle le système de récompense va s'activer, le cerveau va faire appel au plaisir dont il se souvient et des émotions associées pour choisir ensuite la récompense en question. Parfois, ce n'est même pas la faim qui motive mon grignotage, mais juste la recherche d'une récompense immédiate quand je m'ennuie par exemple, comme une occupation. Alors avec mon papa, on a fait une liste de tous les petits plaisirs du quotidien, autres que la nourriture. Prendre un bain, regarder une série, jouer au domino, dessiner. Dès que j'avais une envie oppressante de manger si je m'ennuyais, alors je piochais une activité au hasard dans cette liste que j'avais établie. L'important c'est d'occuper son esprit. Et le planning journalier est un très bon moyen pour ça, parce que le grignotage permet de combler l'ennui pendant un temps extrêmement court, qui plus est culpabilisant, alors que s'engager dans une activité selon mon planning et les temps de pause définis, ça représente un temps beaucoup plus long. Mes parents ont également veillé à ce que l'on garde une routine des repas. On mangeait à heure fixe et tous ensemble. Des frites! Des frites! Des frites, des frites, des frites! L'inconvénient de ces temps de repas, c'est que parfois, ils étaient l'occasion de régler nos comptes et de finir tous fâchés. En plus, mes parents sont tout le temps stressés, alors le peu de fois où ils sont ensemble à la maison, en temps normal, ils ne font que de se crier dessus. En semaine, l'école, les activités extrascolaires, tout ça, c'est un peu une bulle d'air pour moi, ça m'évite de les entendre s'engueuler quand ils sont ensemble à la maison. Votre père a encore oublié ci, il est insupportable. Votre mère a encore râlé parce qu'on mange des pâtes, mais elle a qu'à se bouger et cuisiner elle-même. La ferme! La ferme! Cette fois-ci, j'ai rapidement réussi à m'exprimer en leur disant que je voulais pas être au centre de leur querelle et qu'en se critiquant mutuellement devant nous, c'est comme s'ils nous demandaient de prendre parti. Heureusement, j'ai une chambre pour moi toute seule et c'est un peu ma bulle. Je pense que c'était nécessaire pour avoir des temps juste pour moi. Cependant, en plus des temps de repas, mes parents ont voulu instaurer une soirée film 2 fois par semaine, histoire qu'on passe quand même de bons moments ensemble. Chacun écrivait une idée de film sur un bout de papier, et on tirait au sort celui qu'on allait regarder le soir même, et à la fin du film, on prenait 5 minutes pour en parler. Alors au début, ça me saoulait clairement, ce temps de film imposé là, j'avais l'impression que c'était forcé ou fait juste par principe pour être ensemble, alors que moi je m'en fichais carrément d'être avec eux. Au final, on a regardé des films vraiment top, et qu'est-ce qu'on a ri! C'était vraiment un moment d'apaisement entre nous. Et échanger sur les films m'a permis de voir différemment certains que je connaissais déjà. Prenons Toy Story par exemple. Pour moi, c'était des jouets qui parlaient et c'était marrant, point. Alors qu'en fait, il y a tout un esprit de collaboration, de cohésion, d'entraide qui est abordé, et ce malgré les différences de chacun.
c'est un aspect que j'avais jamais réalisé concrètement, alors que c'est l'essence même du film. Donc je suis contente de m'en être rendu compte. Sinon, on a également beaucoup cuisiné ensemble. Non seulement j'ai travaillé mes maths avec la proportionnalité en pesant tous les ingrédients, mais en plus c'était encore des bons moments passés ensemble, qui mine de rien me plaisent quand même. Et en plus, le fait que je prépare ce que je vais manger, ça me permet de voir que ce qui est dans mon assiette, c'est pas qu'un tas de graisse immangeable. Ah, c'est très mauvais, hein? Finalement, il y aura eu des hauts et des bas durant ce confinement, mais j'en ai beaucoup appris sur moi et sur ma façon d'être avec les autres. Comme dit, j'en ressors vraiment grandi. Bon, je vais pas mentir, je suis quand même contente de reprendre le cours d'une vie normale. Et voilà, ici s'achève mon journal de confinement. Quand je retomberai dessus d'ici 30 ans, on va dire, je me rendrai compte que j'ai vécu un moment qui appartient désormais à l'histoire. L'histoire avec un grand H.